Donc, bonjour à tous. Je vais vous faire une présentation sur les liens entre le champ sur lequel on intervient, nous, qui est plutôt l'évaluation de politique publique, et les enjeux du dialogue territorial qui font l'objet de la présente réunion. Donc c'est vrai que EPIS n'est pas une structure spécialisée sur les aspects du dialogue territorial, sur la gestion des conflits, etc., mais beaucoup plus sur les aspects évaluation, analyse des politiques publiques, et notamment dans le domaine de l'eau et des captages, donc des questions relatives aux pollutions diffuses, des captages Grenelle, etc. Donc l'idée, c'est de vous faire un lien entre ce qu'on observe en termes d'analyse et d'évaluation des politiques publiques et en quoi ça interpelle vraiment, disons sur le fond, les enjeux du dialogue, dans la mesure où l'évaluation de politique publique est plutôt une approche qui s'intéresse à la manière dont sont organisés les dispositifs publics, les politiques ou les interventions, la manière dont fonctionnent ces politiques, leur mise en œuvre, et puis un peu sur les aspects, les effets, les résultats, etc. etc. Or, en fait, il me semble qu'il y a des liens assez structurels entre la manière dont sont organisées aujourd'hui les politiques de l'eau, et notamment celles des captages, des pollutions diffuses, qui vont faire l'objet de cet exposé, et le dialogue territorial, d'où un peu la proposition de titre qui est dialogue, un enjeu important au service d'une politique renouvelée de gestion de l'eau. Donc voilà pour cet aspect-là. Alors, très rapidement, bon là c'était un peu la présentation d'EPIS, et peut-être juste vous dire un peu d'où venaient ces différents exposés. Donc c'était à la fois des études pour les différentes agences de l'eau, dont Seine-Normandie, Loire-Bretagne, RMC, mais aussi un peu des analyses sur les dispositifs publics plutôt logique ministère, hein, donc second pilier de la PAC, les MAE de différentes générations, etc. Donc voilà, ou des aspects très concrets de terrain, de territoires locaux, que ce qui soit breton, Poitou-Charentes, ici, etc. Donc c'est un peu ça qui sert de matière à cet exposé. Alors maintenant, l'idée c'était de peut-être repartir un peu de l'évolution de la politique telle qu'elle s'est construite sur les 10 dernières années autour de ce sujet-là, pour voir en quoi, dans les analyses qu'on a pu mener, ces enjeux du dialogue vont ressortir d'une façon un peu nouvelle. Donc, c'est assez schématique, mais l'idée peut-être à développer en amont, c'est que la politique de gestion de l'eau a fortement évolué sur la dernière décennie, en gros, puisque notamment à partir du milieu des années 2000, donc 2005, 2006, on va avoir vraiment une organisation un peu plus particulière autour de ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire la création des dispositifs actuels, avec notamment la loi sur l'eau de 2006, les zones soumises à contraintes environnementales qui se mettent en place, le Grenelle de l'environnement qui vient derrière. Donc tout ça permet quelque part d'organiser tout un corpus d'interventions assez spécifique à l'échelle des captages pour la gestion des pollutions diffuses. Auparavant, on était plutôt sur des dispositifs, alors j'ai appelé ça un peu plus sectoriel. Donc d'un côté, on avait les périmètres de protection qui sont dans une logique santé, prioritairement. Donc il y avait aussi derrière tout le corpus de l'ingénierie publique avec les ouvrages, les interconnexions, les traitements, etc. Et de l'autre côté, on avait les politiques plutôt sectorielles aussi agricoles, bien que certaines avaient pour vocation d'intervenir sur les bassins versants, un peu sur la qualité de l'eau, sur les enjeux agriculture-environnement. Mais on n'avait pas en tout cas de dispositif spécifique à l'échelle des aires d'alimentation de captage et pour la gestion des pollutions diffuses, que ce soit du côté de l'agriculture ou du côté de la santé. Donc l'évolution forte, ou un peu la révolution en quelque sorte de cette décennie, c'est le passage d'une série d'approches un peu sectorielles à quelque chose qui se voulait plus organisé, avec la loi sur l'eau qui propose un dispositif, un affichage politique avec le Grenelle et après avec la conférence environnementale. Et donc la structuration dans l'urgence, puisqu'on était déjà dans une perspective un peu directive cadre sur l'eau, d'une politique qui avait été appelée orpheline, en fait, dans une des évaluations pour l'agence RMC. En 2007, on avait fait un peu le constat en disant, en politique orpheline, en 2007, il n'y a pas vraiment de politique. Si on regarde cet objet-là, c'est un peu... Voilà, c'est surtout il est tributaire de la cohérence des autres politiques publiques. Alors, voilà sur ce retour un peu historique. Maintenant, sur la situation actuelle, donc ce qui est observé, c'est que on a en effet des dispositifs qui sont organisés, qui sont mis en place autour de la protection des captages, et une montée en puissance très rapide de tout ça, puisque
Il faut bien voir qu'entre 2007-2008, les années du Grenelle et le début des années donc, 2010, là, donc en l'espace de 4-5 ans, il a fallu organiser toute l'ingénierie publique, territoriale, professionnelle, etc., pour prendre en charge ces nouveaux dispositifs qui sont aujourd'hui un petit peu au cœur de l'intervention. Et donc, on a fortement, par rapport à cette montée en puissance très rapide, de nombreux enjeux de mise en œuvre, de fonctionnement, de conflictualité qui sont observés, que vous connaissez les uns et les autres, et je pense qu'on aura sans doute des exposés beaucoup plus concrets autour de ça, notamment parce qu'on a un impératif de calendrier très fort qui a été annoncé, avec quelque part, c'était une des formulations qu'on avait retenues, il y avait un pilotage qui visait avant tout à voir combien de programmes d'action allaient sortir chaque année, hein, puisqu'on avait vraiment quelque chose de très procédural autour de ça. Et donc, les questions de gouvernance, de concertation, d'organisation, sur comment finalement mettre en place ces processus et les compétences des acteurs à impliquer, se sont très fortement exprimées pendant les dernières années. D'où d'ailleurs des remises en question de la légitimité des uns, de l'impartialité des autres, des situations de blocage qui sont très, très concrètes, mais sur lesquelles je laisserai les autres intervenants peut-être intervenir un peu plus. Alors nous, quelque part, ce qui est un peu de spécifique dans l'analyse, c'est en dehors de ces aspects de mise en œuvre, on a beaucoup aussi observé quelque part des questions de fond sur la structure du dispositif public. Et c'est là-dessus que je voulais plus revenir, dans la mesure où le constat auquel on arrive, c'est que finalement, on a aussi réussi à générer une politique, un dispositif qui est avant tout basé sur des fondements très techniques et agronomiques. Ce qu'on entend par là, c'est qu'on a une gestion des captages qui est en quelque sorte assimilée à une démarche d'ingénierie agronomique. C'est une équation technique en fait. Quand on voit aujourd'hui une approche sur les captages, on considère que c'est un peu le prolongement des opérations agri-environnementales historiques. Donc gérer de l'eau à l'échelle des captages Grenelle, etc., c'est devenu une sorte d'équation technique dans laquelle on veut avant tout mobiliser les outils, les diagnostics techniques, du conseil technique. Dès qu'on regarde, on observe tout le corpus un peu des outils qui sont proposés, on est dans l'ingénierie agri-environnementale. C'est vraiment, on attend un ingénieur quelque part qui va vous dérouler toute une réflexion sur quelles sont les bonnes pratiques, c'est quoi les bons enjeux un peu hydrogéologiques, etc. Mais ça ne résonne pas forcément à l'échelle territoriale plus large. Et on est de ce fait sur plusieurs questions de cohérence qui se posent derrière, qui sont assez fortes. D'une part, on a une gouvernance locale qui est confiée aux collectivités, qui sont normalement les maîtres d'ouvrage de ces opérations, donc c'est des acteurs tout à fait légitimes, mais on leur propose un vocabulaire qui est un vocabulaire dans lequel ils n'arrivent pas à forcément se retrouver. C'est-à-dire que pour arriver à faire parler une collectivité du besoin d'avoir plus ou moins 3 unités, ou une balance Corpen qui descend de 10 ou de 15, et le lien avec la qualité de l'eau derrière tout ça, c'est quand même pas quelque chose de très simple. Et pour rentrer dans le vocabulaire des MAE ou de l'agri-environnement, c'est pas non plus très aisé, même si on est accompagné par des acteurs professionnels qui, eux, maîtrisent davantage ces sujets-là. Donc ça, c'était un des premiers points sur lesquels je voulais revenir. Deuxième point, c'est l'outillage financier, puisqu'on a des outils MAE, PVE et autres qui sont complexes, donc avec des progrès certains entre les générations précédentes et ces générations, mais ça reste complexe, ça reste instable, à l'instar de la politique un peu aussi ou réglementaire dont parlait Eric van der Herven tout à l'heure. Donc ça reste aussi des dispositifs qui ont beaucoup évolué au cours des dernières années avec des enjeux très forts autour de ça, pas toujours très incitatifs et souvent, d'après les analyses en tout cas terrain qu'on peut mener, pas très efficaces dans les changements qu'ils arrivent à produire au niveau des exploitants. Donc voilà, les niveaux de contractualisation ou de changement qu'on observe. Et enfin, il y a une question non résolue aussi, qui est un autre élément de cohérence sur lequel je voulais revenir, qui est celle du niveau de changement qui reste à produire. C'est-à-dire, finalement, quand bien même on serait sur une approche très technique, avec des outils pas très efficaces, mais qu'on arrive des fois à bien mobiliser, est-ce que ça suffit? Est-ce que le changement à produire sur les captages, c'est un changement qui est compatible, disons, avec cette approche-là de la politique? Et là-dessus, donc, je voulais plutôt reprendre des exemples qu'on avait un peu travaillé avec l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui viennent un peu des modélisations de l'INRA et donc de travaux plus de recherche. L'idée n'étant pas de rentrer dans le détail, mais plutôt de donner un aperçu autour de ces questions-là. Donc,
En fait, vous aviez une sorte de modélisation du Pyrénées sur les flux sous-racinaires nitrates à l'échelle du bassin de la Seine, et donc avec des codes couleurs qui vont en fait du vert jusqu'au rouge. Et l'idée étant que quand on va sur le vert, on est à peu près dans les normes. Quand on est sur du bleu, on est souvent à 1,5 fois, enfin 1 fois et demi les normes. Quand on est sur du turquoise, on peut être à 2 fois et demi, 3 fois des fois les normes dans le jaune, etc. Dans les flux sous-racinaires d'aujourd'hui, indépendamment de ce qui se passe des temps de réaction des nappes, etc., des aquifères. Pourquoi cette carte? Pour vous montrer que les situations sont très différentes d'un endroit à l'autre. Et donc, il y a des fois des enjeux de changement qui sont plutôt des changements de type ajustement. On doit changer des pratiques, améliorer des pratiques. Et des fois, on est sur des changements plutôt structurels, puisque les normes de l'eau n'ont jamais été faites pour être totalement en adéquation avec les normes de la bonne agronomie. D'où un peu la citation que je reprenais de l'INRA en comité de bassin qui disait « Les modèles montrent que pour inverser véritablement les tendances, des changements beaucoup plus radicaux de l'activité agricole et de l'aménagement des territoires seront nécessaires. » Alors, derrière ça, pour moi, il y avait un peu deux messages qui étaient intéressants. D'une part, c'est que l'outillage agri-environnemental seul n'est pas forcément, ou un peu la logique d'intervention, ce n'est pas ça qui va permettre de faire des changements structurels forcément à la hauteur de certains enjeux, puisqu'on voit que c'est quand même très variable d'un territoire à l'autre. Et d'autre part, dans la mesure où on assimile souvent le problème, et d'ailleurs c'est un des enjeux du conflit, où en fait les agriculteurs se sentent un peu mis en question sur leur manière de conduire leurs pratiques, donc leur activité. Or, on voit que ce n'est pas une question forcément que de bons agriculteurs qui travaillent bien et ceux qui ne travaillent pas bien. Dans la mesure où, en fait, on a beaucoup de situations, on peut très bien travailler, tout à fait rentrer dans les clous de la bonne agronomie, mais structurellement, on a tout simplement des décalages entre les normes de l'eau et des natures de production, des natures de pression qu'on peut observer en dessous. D'où un élément qui permet éventuellement aussi de crisper certaines situations de conflit et de mieux poser les termes du débat en amont pour après chercher des solutions qui soient les bonnes. Alors maintenant, pour venir un peu aux éléments plus conclusifs, je voulais reprendre, appui sur l'étude qu'on a pu mener pour Seine-Normandie qui, en 2010, qui en fait visait en fait, schématiquement, s'appelait « Comment aller vers une maîtrise pérenne d'usage des sols à l'échelle des aires d'alimentation de captage ». Alors, qu'est-ce que ça voulait dire la maîtrise pérenne d'usage des sols? Dans le vocabulaire utilisé dans cette mission-là, ça voulait dire, quelque part, aller vers des solutions structurelles sur les captages, donc en gros des productions à bas niveau d'intrants plutôt, à savoir ça pouvait être de l'agriculture biologique bien sûr, ça pouvait être de l'herbe, mais ça pouvait être aussi de la luzerne, du chanvre, toute une série de productions qui éventuellement vont être à un niveau d'impact inférieur. Sur tout ça de façon pérenne dans le temps, donc la demande c'était à la fois des solutions structurelles de façon pérenne dans le temps, et éventuellement aussi en essayant de les concentrer sur les zones les plus contributives, les plus à risque sur les aires d'alimentation de captage. Alors, pourquoi je cite cet exemple-là? Parce que c'était une étude du coup, qui se projetait tout de suite dans des autres façons de rentrer un peu dans le problème. Et elle a donné lieu à plus de 25 études de cas diverses et variées pour essayer de chercher des bribes de ces approches-là dans des études de cas historiques un peu sur différentes familles de captage. Rarement d'ailleurs avec des solutions complètement construites de A à Z, mais en tout cas des éléments de tout ça. Et donc, première conclusion, c'est qu'on a des exemples, des vrais exemples qui ressortent d'approches alternatives de gestion de l'eau. Notamment, on a des fois l'eau qui est gérée, non pas comme, je le disais tout à l'heure, sous l'angle purement technique, mais plus comme un objet d'aménagement du territoire. On rentre avec l'outillage de l'aménagement du territoire dans la gestion de l'eau, c'est-à-dire qu'on va rentrer... Alors, un des exemples, je ne sais pas si les périmètres de protection, vous allez l'assimiler à ça, mais l'exemple de la Manche, c'est un exemple dans lequel, en fait, on a un tiers, je crois, de l'ensemble des acquisitions foncières de Seine-Normandie qui sont sur le seul département de la Manche. Et là, en fait, la gestion de l'eau, après un temps assez important de discussion, d'échanges, de négociations avec les acteurs, on a décidé de le gérer plutôt avec les approches périmètres de protection parce que ça permettait en fait d'avoir un outil qui a aussi des contreparties financières donc, et de poser ça un peu dans la durée. On avait aussi des exemples de gestion de l'eau qui sont plus par
l'outillage un peu de la gestion de l'espace avec les haies, le bocage, les zones humides en Bretagne. De plus en plus, vous allez avoir des vraies choses qui se passent autour de ça. Donc on a l'aspect prescription et conseil agronomique, mais beaucoup plus aussi les aspects de gestion de l'espace qui sont au centre des interventions, notamment sur les bassins versants algues vertes, où vous avez par exemple une attente très forte pour rentrer par les zones humides ou ce genre d'éléments. Vous avez des exemples autour de périmètres d'intervention fonciers, des aménagements fonciers qui sont aussi menés par exemple pour faire de l'eau, dans le cas de l'Eure et Loire. Vous avez... Donc ça, c'est une première série d'interventions. Après, on retrouve aussi des entrées dans la question de l'eau qui se font beaucoup plus sous l'angle du projet de filière. Donc là, vous avez quelques exemples intéressants du côté de Danone, Stonyfield, autour de la Basse-Normandie, qui essaye d'organiser vraiment une interaction entre approche filière qui est négociée en grand et protection des captages, ou certaines autres initiatives comme des plateformes de transformation bio dans différents secteurs ou des infrastructures de type filière semences aussi relatives à la bio ou certaines filières spécifiques. Donc voilà, là vous rentrez plutôt par des projets de type économique. Et enfin, il y a même dans certains cas plutôt des entrées de gestion de l'eau et des captages qui se font sous l'angle du projet local avec des circuits courts, bois énergie, des éléments comme ça. Et dans certains cas, c'est des logiques de développement local et sont poussées assez loin parce qu'on se saisit de dispositifs peu coutumiers de la gestion de l'eau, du type pôle d'excellence rurale, programme leader, qui sont appliqués pour faire de l'eau. Alors que d'habitude, c'est beaucoup plus des dispositifs qui sont utilisés dans d'autres logiques territoriales. Alors, maintenant, par rapport à ces exemples-là, quelques éléments de synthèse. Donc, une des questions qui était discuter et qui faisait l'objet de ces missions-là, c'était de dire, finalement, c'est quoi les freins, c'est quoi les difficultés pour aller vers des approches plus structurelles et transversales, aller vers une politique plus globale de gestion de l'eau, comme disait tout à l'heure Raoul Le Turc. Alors, parmi les difficultés qui avaient été identifiées, il y avait celle de la connaissance. C'est-à-dire qu'au départ, pour aller vers des approches comme ça, la mise en question, la mise en doute du besoin était très forte. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vraiment on a besoin d'aller vers des approches structurelles? Est-ce que les approches classiques, agri-environnementales, techniques, prescription, ne suffisent pas? Et là-dessus, il y a vraiment un élément d'argumentaire très fort qui est au cœur du débat sur la manière de poser le problème. Donc c'était un des éléments de frein qui ressortait. Un deuxième point, c'était l'acceptabilité économique et sociale, bien sûr, de ces changements. Si vous allez vers des changements de fond, il faut aussi des outils qui accompagnent ce changement, de la compensation, de la progressivité. Or, les outils actuels ne sont pas toujours adaptés. Et enfin, il y avait des enjeux majeurs de légitimité et de crédibilité de ces évolutions, puisque si vous voulez aller vers des changements structurels, en fait, on pose tout de suite la question un peu en termes de compromis social entre l'eau et l'agriculture. Est-ce que vous voulez faire de l'eau ou garder la balance commerciale de l'agriculture ou la vocation nourricière, etc. Donc, on est sur des tensions très fortes de société, de modèles de société. Et donc, ce n'est pas forcément des éléments faciles en termes de légitimité. Est-ce qu'on est légitime à proposer des changements de fond sur un territoire au nom de l'eau ou pas? Plus des questions de crédibilité de ces changements. Comment vous allez concrètement vous y prendre pour y arriver? Alors, un dernier élément qui ne ressortait pas tellement dans nos études précédentes, mais qui ressort de plus en plus aujourd'hui, c'est celui, finalement, des enjeux aussi de maîtrise d'ouvrage et de gouvernance de ces processus. C'est-à-dire que si on veut aborder la gestion de l'eau d'une façon différente de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire où on est plutôt sur une logique avec des acteurs professionnels, l'État, un peu les syndicats d'eau locaux, etc., qui sont au cœur des démarches. En fait, c'est les acteurs historiques. L'idée, c'est aussi de rebrasser un peu à la fois les questions de maîtrise d'ouvrage, qui est légitime à intervenir sur de l'aménagement du territoire pour faire de l'eau ou sur des projets de développement territorial associés à l'eau. Est-ce que c'est le syndicat intercommunal qui peut le faire ou est-ce que c'est une collectivité éventuellement qui peut mieux intervenir là-dessus? Donc on est vraiment sur des questions fortes qui renvoient au champ de gouvernance et de maîtrise d'ouvrage. Alors j'en finis avec quelques leviers qui étaient ressortis des différentes réflexions et qui vont justement faire le lien avec la thématique du dialogue territorial, pour aborder l'eau de façon un peu différente, donc avec des approches plus globales, qui semblent non seulement utiles dans certains cas, mais nécessaires au regard des niveaux de changement qui sont en vis-à-vis sur certains territoires.
Parmi les leviers qu'on pouvait mettre en avant, il y a bien sûr le levier de la connaissance pour justifier ce changement à produire. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à organiser le dialogue local sur le bon niveau de changement, est-ce qu'on doit changer 10%, 15%, 50%, et qu'est-ce que ça signifie en termes d'organisation territoriale, d'impact, etc., etc. C'est très compliqué. Du coup, on arrive aussi à des situations où les gens évoluent, font des efforts pendant des dizaines d'années. À la fin, on n'est toujours pas arrivé au terme de la démarche et on ne comprend pas pourquoi on n'y est pas arrivé. Le deuxième élément qui nous paraissait très important, c'est d'apporter aussi des éléments de cadrage et de planification assez structurants pour être crédible dans ces démarches de changement. Si vous entrez que par l'ingénierie agronomique ou par de la négociation locale un peu fine sur telle ou telle pratique, etc., mais que vous n'abordez pas ça par un cadre un peu plus global, c'est très compliqué d'organiser des changements importants. Quand vous faites des autoroutes, il y a une grande négociation qui se met en place pour dire pourquoi l'autoroute est nécessaire, d'intérêt public, et pourquoi on ne peut pas faire autrement. Et après, on a des processus très lourds qui se mettent en place, de type aménagement du territoire, pour arriver à la mettre en place. Et enfin, il y a aussi la question de la logique projet qu'il faut arriver à instiller derrière, puisque souvent, on était plutôt sur des approches de type mise en défense, c'est-à-dire que quand on est sur une gestion d'aire d'alimentation de captage, on est plutôt sur la logique de la mise sous cloche quelque part et de l'exigence accrue. Or, si on n'arrive pas à donner une logique projet, soit de type développement territorial ou développement économique à ce territoire-là, c'est très compliqué d'être légitime dans ce niveau de changement qu'on propose en face. On ne peut pas demander aux gens de faire un grand changement si on ne leur donne pas une perspective en vis-à-vis. D'où le besoin de s'inscrire dans ces logiques d'aménagement de territoire, de développement économique ou territorial, pour vraiment arriver à des changements de fond. Et donc j'en viens à quelque chose qui, encore une fois, me paraît de plus en plus une exigence nouvelle, enfin, qu'on ressent dans les discours d'ailleurs de certains maîtres d'ouvrage locaux assez fortement, qui est celle d'organiser du coup des formes de gouvernance et de dialogue territorial un peu nouvelles par rapport à ces exigences-là. Dans la mesure où aujourd'hui, quand vous rentrez dans ce problème, si vous l'abordez comme un problème de développement territorial, ça renvoie forcément pas seulement à des questions de concertation locale, un peu dans les configurations historiques, mais de dialogue territorial élargi avec d'autres acteurs qui rentrent dans ce périmètre. C'est-à-dire que les collectivités reprennent un rôle plus fort, mais plus cohérent par rapport à leur statut, alors que dans les approches actuelles, ils sont un peu légitimes, mais pas très à l'aise dans le dispositif. Et puis, vous convoquez vraiment les acteurs économiques derrière tout ça, et pas juste les prescripteurs, puisque souvent les acteurs des filières, des coopératives, on les invite dans tout ça, mais en tant qu'acteurs de la prescription. Est-ce que vous pouvez faire du conseil harmonisé avec tel et un tel? Là, l'idée, c'est de proposer des solutions économiques de filières alternatives et pas seulement de conseils alternatifs. Donc, c'est quelque chose d'un peu nouveau. On a bien sûr les acteurs professionnels historiques qui sont aussi dans cet aspect-là, et puis des acteurs territoriaux, les pays, les parcs, bon, bien que les pays aient aujourd'hui voilà, des éléments qui ne soient pas très porteurs, et même les acteurs, les financeurs, se retrouvent dans des nouvelles configurations territoriales et de missions, dans la mesure où le rôle de telle ou telle collectivité entre l'agence de l'eau ou un conseil régional ou un conseil général dans ces approches va évoluer. Et on va essayer d'introduire non seulement les services de l'eau des collectivités, mais aussi des services de l'économie, de l'aménagement, du foncier, etc. Ce qui permet de vraiment rebrasser un peu les choses. Alors j'en finis pour dire que l'idée du coup de fond, c'est de dire que la gestion des aires d'alimentation de captage, il me semble que les résultats auxquels on arrive, c'est que ce n'est pas qu'une question de technique et d'agronomie, mais tout autant sans doute une question d'aménagement et de développement du territoire. On peut tout à fait rentrer avec cet outillage-là aussi dans le problème, qui doit du coup se réfléchir à moyen et long terme. On ne peut pas le réfléchir vraiment sur 3 ans, 5 ans, etc. C'est presque trop court par rapport au changement dont on parle, et dans le cadre de nouvelles formes de dialogue élargies autour de nouveaux objets qui sont peut-être plus cohérents aussi au fond. Merci.